Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous, à au-delà du miroir, pour cette seconde semaine de 2018. Très bonne année pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Je vous propose de faire un coming out. Un coming out spirituel avec Laurence Baranski, que nous avons déjà entendu sur cette antenne il y a un peu plus d'un an, autour de son livre « J'ai fait 3 fois le tour de la Terre ». Et là, c'est un livre qui s'appelle « Le coming out spirituel » parce qu'il existe une autre réalité que celle qu'on nous propose ou qu'on nous impose. Bonsoir Laurence Baranski. Merci. J'avais pas mis le micro. Bonsoir Joël. Ouais, bonsoir à vous Laurent. Je suis heureuse de vous retrouver. Donc, vous l'avez appelé le coming out spirituel parce qu'à un moment, après avoir écrit votre livre en 2012, j'ai fait 3 fois le tour de la Terre, réveiller les feux sacrés de la connaissance, qui a été publié en 2016. Il y a une femme qui vous a filmé et cette femme, après vous avoir filmé, elle s'appelle Violetta. Elle se tenait de l'autre côté de la caméra et elle vous a dit « Votre histoire, Laurence, c'est celle d'un coming out spirituel. » Oui, et j'étais en train d'écrire, j'avais écrit l'introduction et je commençais à écrire le plan de ce livre qui a été édité depuis. Et je ne savais pas à quoi il allait ressembler au final, j'avais quand même mon intention, et je n'avais surtout pas le titre. Et c'est vrai que c'est Violetta, et je l'ai remercié pour ça, pour ce titre. C'est Violetta qui m'a indiqué le titre, et je pense qu'une fois que j'avais le titre, c'était plus facile. Ça, elle a contribué à l'énergie du livre, très certainement. Alors ça, c'était en général le coming out, ça a une connotation plus sexuelle, hein. Oui. Alors avant de choisir coming out et d'en faire le titre, je suis allée regarder dans le dictionnaire. En fait, le coming out, le mot coming out signifie, la traduction, c'est dévoilement. Et effectivement, on a l'habitude de l'utiliser pour ses préférences sexuelles, hétérosexualité, homosexualité. Mais en fait, le mot coming out, le mot dévoilement, peut s'utiliser pour tout ce qui est à contre-courant de la pensée dominante. On peut faire un coming out politique, un coming out intellectuel, un coming out scientifique, et le mien est spirituel. C'est un peu, c'est la croissance de l'être à la place de l'avoir. Oui. On entend souvent dire, et je suis assez d'accord avec ce courant-là, en tout cas je m'y intéresse de près, halte à la croissance sans fin, ce toujours plus vers lequel, qui nous fait courir de plus en plus vite, et qui fait que le monde et nos vies deviennent parfois, on peut en avoir l'impression, insensées. Donc halte à la croissance, et en même temps, moi je me suis dit, mais non, je suis pour la croissance, je suis favorable à la croissance, mais pas la croissance de l'avoir, pas la seule croissance de l'avoir, la croissance de l'être. Oui, à la croissance infinie de l'être. Là, je suis pour. Alors, en début de livre, vous nous rappelez un peu ce qui vous est arrivé à 36 ans, c'est ça ? C'est ça. On le répète ou on laisse les auditeurs et les auditrices rechercher dans l'ancienne vidéo ou dans l'ancien... Oui, je l'avais raconté à cette antenne. Comme vous voulez, Joël. On les laissera découvrir parce que là on a plein de choses à dire. Ça leur permettra de revenir un peu en arrière sur l'ancienne émission qu'on avait faite. Donc il vous arrive quelque chose d'un peu particulier et vous vous rendez compte qu'on ne peut pas tout dire à cette époque-là parce que vous pouvez pas communiquer ce qui vous est arrivé ce jour-là. Et vous parlez de la caverne de Platon en début de livre. C'est intéressant parce qu'on va la retrouver un peu plus loin. Voilà, on va la retrouver un peu plus loin. En fait, la métaphore et l'allégorie de la caverne de Platon m'accompagnent tout au long du livre. Et il y a une analogie je fais l'analogie, et c'est la vision que je propose. Je reviens à la caverne de Platon, et nous ressemblons, nous les humains aujourd'hui, nous l'humanité aujourd'hui, ressemblons assez à ces humains que Platon décrivait dans son allégorie. Il décrivait des humains enchaînés au fond d'une caverne qui pensaient que la véritable lumière était le feu. Était un feu, ils ne voyaient en fait les objets qu'à travers l'ombre des objets. Ils pensaient que c'était ça la réalité. Platon décrit les humains ainsi et dit, si quelqu'un... Il y a de la lumière au fond de la grotte. Il dit, si quelqu'un tente
d'abord le groupe ne le laisse pas aller vers la lumière. Si quelqu'un quand même très curieux et très motivé va vers la lumière et revient vers le groupe, vers les humains, en disant mais il y a de la lumière, il y a une autre réalité, il y a une autre vérité, Platon dit on va très certainement pas l'écouter, on va se moquer de lui, on va décrédibiliser ses paroles. Et s'il insiste trop, on pourra même aller jusqu'à le faire taire plus violemment et on peut supposer qu'on pourra même aller jusqu'à le tuer, le supprimer, parce qu'on n'a pas envie d'entendre cette parole dérangeante, ce coming out, puisque la personne qui va vers la lumière à sa manière et vient le dire, et surtout ose le dire, fait à sa manière un coming out. Et cette allégorie de Platon est en fait très contemporaine. Par rapport au sujet que j'aborde dans le livre, je trouve qu'il y a énormément de similitudes. Alors justement, vous parlez qu'à l'extérieur de la caverne, le but d'un être ensemble bien est de retourner à la source, celle de la création. Vous parlez de Teilhard de Chardin au début du XXe siècle, peut-être, avec son point oméga. Oui, je parle de Teilhard de Chardin, je connais pas bien Teilhard de Chardin, et il ne fait pas véritablement partie de mes références spirituelles, au sens où, alors là on entre, qu'est-ce qu'il y a, quelle est cette lumière dont parle Platon? En fait, c'est la lumière de la connaissance, la lumière de la vérité, le questionnement sur qui suis-je, qui est profondément le questionnement spirituel. Et à travers cette lumière, cette image de la lumière, Platon nous invite à avancer vers la connaissance de nous-mêmes et la connaissance du réel, la connaissance de la réalité. Platon nous invite en fait à la connaissance spirituelle à travers la connaissance de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. À travers mes recherches et mon propre chemin, moi je suis une personne en quête, une terrienne citoyenne en quête de sens, donc je cherche et je chemine. Je me suis aperçue et je me suis surtout forgé l'idée d'une connaissance à 360 degrés qui est sans arrêt en augmentation et sans arrêt en expansion. Et je pense que c'est pour ça que l'idée du point oméga de Pierre Teilhard de Chardin me convenait pas trop intellectuellement, mais c'est certainement très bien, hein, parce que ça me laissait supposer, ou ça pourrait laisser supposer qu'il y a une connaissance, une vérité qui est ce point oméga, comme s'il y avait un point à trouver. En fait, sur le chemin de la connaissance, du réel extérieur et du réel intérieur, il y a une infinité de découvertes à faire, de choses à trouver, même si il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'universel et du 1. Mais peut-être que son point oméga, c'est le 1, justement. Oui, c'est le 1. Tout à fait, c'est ce 1-là. Et je n'arrive pas à m'enlever de la tête, mais c'est le stade où j'en suis aujourd'hui du chemin, que le 1 fonctionne avec le multiple. Nous sommes sans arrêt en train de gérer du 1 et du multiple. Et penser que, une fois qu'on a trouvé le 1, en fait, ce 1, c'est comme si le 1 explosait à nouveau en 1000 morceaux, mais en une explosion douce, une explosion, un feu d'artifice doux, qui ramène 1000 morceaux de connaissances, de questions, de cheminement, de chemin possible pour à nouveau trouver une unification, à nouveau trouver le 1. Donc c'est pas un 1, c'est un 1 qui sans arrêt s'expanse et en fait nous sommes sans arrêt en mouvement. Mais l'oméga, c'est que c'est pas le 8, c'est-à-dire celui c'est l'infini. Le point oméga, c'est l'infini. Ouais. C'était l'idée du point mais voilà, je vous dis, je suis pas une spécialiste de Pierre Teilhard de Chardin, et c'est juste à travers l'image, la visualisation, ma quête, et je m'en aperçois, et plus à 360 degrés. Alors bien sûr, le 360 degrés, il faut un centre, et on retrouve le 1. Mais les questions que l'on se pose sur le chemin spirituel sont véritablement multiples. Nous sommes multidimensionnels. Alors votre livre, comme le livre J'ai fait 3 fois le tour de la Terre, est un livre en 3 parties. Il y a 3 parties aussi. Oui. La première partie de ce livre est consacrée aux nouveaux ingrédients de la métamorphose humaine. La deuxième partie évoque les tabous à lever pour grandir en humanité. Et la troisième partie est centrée sur ce qui peut changer en matière de politique et dans la vie en société. Et c'est intéressant de voir que vous avez scindé votre deuxième livre en 3 parties aussi. Et donc, vous parlez dans la première partie de l'hypothèse de la conscience locale, mais aussi de la conscience expansée. Oui, non locale. Oui.
Nous vivons dans un monde matérialiste avec une science qui, elle aussi, est matérialiste, qui s'attache à la matière. Et ces dernières décennies, ces derniers siècles, nous avons progressivement rattaché la conscience au corps, la conscience au cerveau, avec cette idée que, et c'est l'idée dominante, elle n'est pas partagée par tout le monde, mais c'est l'idée dominante qui domine. Lorsque nous mourrons, notre cerveau arrête de fonctionner, notre cœur cesse de battre, notre cerveau arrête de fonctionner, et c'est comme si nous disparaissions. Nous sommes matérialistes, nous sommes plus de corps, plus d'être. Alors, bien sûr, il y a ensuite les religions et les croyances. Chacun aura la religion qu'il souhaite et les croyances qu'il souhaite par rapport à l'esprit et la conscience. Mais la pensée dominante nous dit ça. La pensée dominante nous dit « je meurs, c'est fini, il n'y a plus rien ». Et la science qui aujourd'hui domine et qui fait foi. Nous vivons dans une société où le crédit est apporté par la science. Donc la science nous dit si quelque chose survit, de toute façon ce n'est pas notre sujet et ce n'est pas un sujet digne d'intérêt scientifique. Et longtemps nous avons fonctionné comme ça et nous avons construit les sociétés matérialistes, les occidentales matérialistes qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est en train de changer. C'est en train de changer grâce et merci à eux, grâce à des scientifiques. Les premiers aux États-Unis, on les connaît, c'est notamment Raymond Moody qui a communiqué sur la possibilité d'une vie après la mort. Et aujourd'hui, d'autres scientifiques. En France, Jean-Jacques Charbonnier, bien sûr, qui est le référent en termes de possibilité d'une vie après la mort, mais plus exactement, possibilité de survivance d'une partie de nous-mêmes, de notre esprit, de notre conscience. Les mots sont encore à trouver, après la mort. Et nous avons tout le courant de la nouvelle science, des scientifiques quantiques essentiellement, mais pas que. Tous ceux qui changent de paire de lunettes pour regarder le réel et qui nous disent, mais si quelque chose existe au-delà, indépendamment du corps physique. Alors, vous avez parlé de la spiritualité, là, finalement. Il y a quelque chose qui m'a fait rire dans votre livre, c'est que dans le chapitre « Le pouvoir de la prière », vous nous racontez votre première expérience de la prière où quand vous étiez sage, une élève sage et disciplinée, et que vous alliez régulièrement vous confesser, vous aimiez l'atmosphère des églises, et un jour, vous aviez 10 ou 12 ans, l'aumônier vous a dit lors d'une leçon religieuse que les prêtres, les curés et les sœurs consacraient leur vie à Dieu après s'être sentis appelés par lui. Et là, vous posez la question, vous faites une prière, vous faites votre prière et vous dites à Dieu, surtout Dieu, s'il te plaît, je t'en prie, je t'en supplie, ne m'appelle pas. Oui, je me souviens, je croisais les mains comme il fallait, enfin je joignais les mains. Et vous aviez peur d'être appelé? J'avais peur, je voulais surtout pas entrer dans un couvent, je voulais surtout pas être, comme on disait, bonne sœur. Et j'ai pas eu une éducation religieuse très poussée, mais j'ai été baptisée parce que c'était familial, donc j'ai été baptisée. Mais j'avais moi un grand plaisir à fréquenter les églises. J'avais du plaisir à aller au catéchisme et plus tard à l'aumônerie des lycées, mais c'était mon choix personnel. Et c'est effectivement au cours d'une leçon de catéchisme que le prêtre m'avait dit ça, et je me disais mais je veux surtout pas être appelée parce que je voulais vivre, j'avais 10-12 ans, je rêvais de vivre et je voulais surtout pas m'enfermer devant. Vous voyez, on retrouve peut-être, là on va faire ma psychanalyse, mais cette idée du point, un point unique, je voulais pas être dans pas être coincé. Pas être coincé. C'est pas un point final. Après vous avez rencontré alors une femme japonaise de 60 ans environ qui était habillée en costume traditionnel, très élégant. Ça c'est quelqu'un qui est venu vous rencontrer, qui vous a appelé. Mais ça, vous avez pas refusé, vous pouvez nous raconter? Ah oui, mais alors là, avec plaisir, on est sur les autres plans de réalité. Je vais revenir, Joël, à la question que vous posiez par rapport à la conscience locale et la conscience non locale. Oui, c'est vrai, parce que, en fait, c'est un des points d'achoppement forts qui nous permettra, si nous levons, ça fait partie des tabous, si nous le levons, qui nous permettra de sortir de la caverne, de nous avancer vers la lumière dont parlait Platon. Et on va pas tous avancer forcément vers la lumière, mais on peut transmuter les murs de la caverne, dissoudre les murs de la caverne. Parce que, imaginons, alors, longtemps nous avons pensé, nous avons laissé grandir en nous, dans notre culture, l'idée que nous mourrons, tout meurt. Et nous n'existons plus. Imaginons que nous mourons et nous continuons d'exister. Il y a effectivement une vie après la mort. Notre conscience
survit, notre conscience, notre esprit survit et continue d'évoluer. Mais où est-ce que va notre conscience? Dans quel espace évolue cette conscience, cet esprit? Et imaginons que cela soit juste, soit vrai, ça veut dire qu'il y a un espace de la conscience. Et c'est un espace où vont se retrouver des consciences. Et si on prend le début de l'humanité depuis qu'elle existe sur la Terre, ça doit être un espace très très peuplé de conscience. Et là, on entre dans les autres plans de réalité. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ont l'habitude de ces différents plans de réalité à travers leur démarche spirituelle, bien sûr, ce que je dis, ça a l'air d'être 1 + 1 = 2 quand on est à l'école maternelle. Mais la science est à ce stade-là. La science a besoin de preuves, elle a besoin de prouver, d'avancer pas à pas et de raisonner. Donc elle n'en est que là. Mais la question qui se pose à la science aujourd'hui est bien ça, et qui se pose à nous et à notre raison. C'est quel est ce monde de l'esprit, quel est ce monde de la conscience? Et cette femme oui, alors j'y viens à cette phase japonaise. J'étais en état de méditation. Alors moi, à titre spirituel, pour moi, c'est une évidence qu'il existe différents plans de réalité, que ces plans de réalité sont peuplés d'êtres de lumière, d'anges, d'entités. Et il m'arrive d'être en communication, d'entrer en communication avec, je dis souvent, des personnes décédées, parce que c'est plus souvent les contacts. Elle tape à ma porte, et je dis, alors j'entends taper à ma porte, c'est symbolique bien sûr, puisque c'est une porte de lumière, une porte de conscience, une porte vibratoire. Alors, au début je me dis mais non, Laurence, arrête. Alors ma raison l'emporte. Puis on continue à taper, j'entends comme si quelqu'un voulait entrer. Donc au bout d'un moment, je vais ouvrir. Pourquoi je vais ouvrir? Parce que j'ai trop de respect pour ces personnes, pour ces êtres, pour les laisser à la porte. Et ce jour-là, je me reposais. C'était après la catastrophe de 2011 à Fukushima, un tsunami suivi de gros problèmes nucléaires. Et une femme, donc quelqu'un tape à la porte, j'ouvre, et là, je vois une femme japonaise en habit plutôt traditionnel, en tout cas suffisamment traditionnel pour que je m'aperçoive que c'est une femme japonaise, et qui avait environ une 60aine d'années. Et je veux juste dire aux auditeurs que c'est pas la porte de sa maison. Non. C'est une histoire. Là, on est sur les autres plans de réalité. Voilà. On est dans mes mondes intérieurs. On est dans l'espace éthérique. On est dans l'espace astral. Vous voyez une image. Je vois, je perçois, dans ces plans-là, on ne voit pas avec les yeux physiques, et pourtant on voit une image, parce que vous la décrivez, une femme japonaise, 60 ans. C'est comme ça que je me la représente, ouais. Et donc je la rencontre et je raconte. Oui, allez-y. Oui. Donc elle tape à ma porte, je l'accueille. Les personnes j'ai de la chance, les personnes qui viennent me voir sont toujours très polies, très gentilles. Ils me demandent si elles peuvent effectivement entrer en communication avec moi. Je lui dis oui. Et là, elle m'explique que le sujet est grave et sérieux. Je vois là, excusez-moi, je trouve pas mes mots parce que je revois la scène mentalement. En fait, il y a une phrase en spiritualité qui vient de la table d'émeraude. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Sur la Terre, le jour de cette catastrophe et dans les jours qui ont suivi, il y avait des débris, des choses détruites. Enfin, c'était comme un champ de guerre. Et il y avait des personnes qui étaient décédées ou qui étaient prises dans les décombres. Et en fait, cette scène est la même dans le plan astral. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et réciproquement. Quand on meurt violemment comme ça, on peut ne pas avoir conscience qu'on est mort. On peut rester coincé entre des plans. Et cette dame faisait le tour de la terre et demandait aux humains qui étaient prêts à la recevoir et à l'accueillir, elle était très polie, pour demander de l'aide. Et elle m'a demandé si je voulais aller avec elle sur cet espace-là, à Fukushima. Et je lui ai dit oui, bien sûr. Donc nous y sommes allés. Dans ces plans-là, les voyages se passent à la vitesse de l'éclair, de la lumière. Plus vite que la lumière. Et plus vite que la lumière, puisqu'on est au-dessus du mur de lumière. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes, d'êtres, d'entités qui aident les personnes qui sont sonnées et qui n'ont pas
pris conscience qu'elles étaient décédées, qui sont donc en souffrance. Qui aide des personnes décédées qui, elles, sont conscientes d'être décédées. Elles peuvent aider. Et des êtres qui vivent dans ces plans de réalité, qui aident également, ou d'autres êtres qui, pour l'occasion, descendent vibratoirement, de façon à aider et alléger. Ça veut dire quoi, alléger dans ces plans-là? Ça veut dire permettre aux personnes d'avoir conscience de leur état. Conscience, c'est ça, conscience de leur état. Bref, énormément de travail. Et elle me dit, nous sommes très nombreux à aider et malgré tout, pas assez nombreux parce que c'est une situation difficile. Et en tout cas, nous avons besoin d'aide. De quelle aide avait-elle besoin? Elle me dit, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'énergie d'amour, d'énergie d'apaisement, d'énergie d'élévation, d'énergie de conscience. Et comment donne-t-on depuis la Terre cette énergie? Par la prière. Et elle me dit, nous avons besoin de prière. Nous avons besoin que des humains conscients nous aident et prient et envoient l'énergie de la prière pour alléger les difficultés, les souffrances. Les souffrances, ce sont des souffrances vibratoires. C'est comme si les choses n'étaient pas bien en place. C'est un peu dissonant. Les entités se vivent comme dissonantes. Donc, il faut les aider à se réunifier. Donc envoyer de la prière, et là elle m'a montré, et là j'ai vu à ce moment-là le pouvoir de la prière, le pouvoir immense de la prière des humains par rapport au plan supérieur. Ils sont pas supérieurs, mais ils sont vibratoirement différents. Et quand nous prions en conscience, avec une intention d'amour, une intention de compassion. Ce qui se passe est magique, car nous envoyons réellement de l'énergie là où nous souhaitons l'envoyer, et cette énergie est active, cette énergie est transformatrice. Et voilà, et j'ai vu cette énergie qui montait et qui était capable d'agir. C'est beau, c'est beau, on peut être fier, on se dit mince alors, je suis capable de faire ça. C'est une fierté humble, mais une fierté quand même, et c'est une fierté digne, c'est une fierté d'amour. Et que faisait cette dame en fait? C'est comme si elle récoltait pour une fondation en France ou en Occident, enfin sur Terre. On va chercher des sous, on veut des sous. Elle voulait à sa manière des sous, la croissance de tout à l'heure, sauf que c'était de l'amour, c'était pas des sous, c'était de l'amour. Elle voulait cette prière d'amour, cette énergie d'amour pour aider et apaiser ces êtres-là qui avaient été pris dans cette situation difficile et qui étaient passés de l'autre côté du monde physique de manière un peu brutale et pour eux délicate et peut-être parfois aussi difficile. Donc ils étaient passés de l'autre côté du miroir. Mais... IDFM 98 de la bande FM Radio Anguin. Deuxième partie de cette émission, nous sommes avec Laurence Baranski qui évolue au croisement des univers de l'entreprise, des mouvements citoyens et de la spiritualité. Elle est spécialiste des processus de changement individuel et collectif et accompagne des équipes et des personnes sur les chemins de la transformation. On la rencontre autour de son dernier livre, le Coming Out spirituel, parce qu'il existe une autre réalité que celle qu'on nous propose et qu'on nous impose. On a vu dans la première partie d'émission, notre civilisation est actuellement dans un entre-deux culturel, scientifique et spirituel. Un modèle de société est en train de s'effondrer, des mondes nouveaux sont en train d'émerger. C'est ce que vous dites à la fin de votre première partie, Laurence Baranski. La deuxième partie, c'est les tabous à lever pour grandir en humanité. Il y en a beaucoup de ces tabous. Il y a une place étriquée laissée à l'expérience humaine. On se demande comment on peut faire pour faire confiance comme ça à un tas de machines et plus du tout à ce que nous, humains, on dit. Ça, c'est important. Ça m'a bien plu. Absolument, oui. Et la donnée obtenue par une machine a plus de crédit dans notre culture que l'expérience humaine, que le témoignage humain, que le récit humain. Parce qu'il n'est pas modélisable, parce qu'il est considéré comme trop subjectif. Donc, on fait plus confiance
au calcul, aux algorithmes et aux machines qu'à l'humain. On s'est déplacé et on est hors sol. Et là, dans le passage que vous avez cité, je faisais écho à ma manière et modestement à la fameuse phrase de Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. En fait, Malraux n'a pas tout à fait dit ça. Il a dit le 21e siècle sera le siècle où l'humanité devra réinterroger la question des dieux et du sacré. Ce qui revient un petit peu au même. Comment je comprends moi cette idée de le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, c'est la question de l'esprit. Nous sommes un corps et un esprit. Est-ce qu'on se décide enfin à étudier et réintégrer dans notre quotidien cet espace-là qui est l'espace de l'esprit et dont on a d'une certaine manière parlé dans la première partie de l'émission. Alors donc il y a beaucoup de tabous, énormément des tabous pour la réincarnation relatifs à la lumière, à la vitesse de la lumière. Ça, vous parlez des neutrinos, mais on l'avait déjà abordé dans l'émission précédente. Des tabous sur le temps, sur l'entropie. Oui, sur le temps, on se pose pas la question du temps et il y a peu de recherches scientifiques sur le temps. On considère que le temps est linéaire, il avance le long de la flèche du temps. Et puis voilà, les secondes s'écoulent et s'égrènent. Et ceci est vrai dans notre dimension de terrestre, dans notre dimension matérielle, dans notre dimension de dualité. Mais le temps n'est pas forcément comme cela partout. Quand on voyage dans les autres plans de réalité, dans les plans astraux, le temps n'est pas le même. Le temps et quelques scientifiques commencent à s'aventurer sur ce terrain-là du temps et je les en remercie. On peut vraiment les en remercier. Je pense à Philippe Guillemant notamment, qui est un ingénieur et un scientifique quantique, qui nous propose qui explore et qui cherche ce que pourrait être le temps, le rapport entre le passé, le présent, le futur, si jamais ils existent, et comment nous avons une vision très réduite du temps, comme s'il y avait, on allait le long d'un fil, d'un chemin, un seul chemin. Philippe Guillemant nous propose plusieurs chemins. Il nous propose des chemins quantiques, et on devient à ce moment-là des créateurs du futur, des créateurs aussi du passé. Il faut lire. Je vais pas faire la théorie de Philippe Guillemant, mais on peut également modifier le passé, et on devient à ce moment-là des surfeurs. Il n'y a plus un seul chemin, une seule vague que nous empruntons tous les uns après les autres, comme ça depuis les débuts de l'humanité. Mais il y a une multitude de chemins, et nous sommes les créateurs de ces chemins en fonction de nos, j'allais dire de nos rêves, oui, de nos intentions, des énergies et des projections que nous faisons. Ce sont des visions là encore qui rejoignent les enseignements des traditions de sagesse et spirituelles, hein, quand on lit des livres de spiritualité, c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre aussi et expliquer le temps. Moi, je suis ravie que des scientifiques audacieux commencent à dire mais il y a des vrais sujets, des vraies questions à réinterroger scientifiquement. Quand je dis scientifiquement, c'est avec notre raison. Les personnes qui avancent sur ces territoires-là par l'intuition, par le cerveau droit, par la sensibilité, savent ça, le lisent, l'expérimentent. La raison, pour l'instant, le refuser, et elle commence, grâce à des pionniers, à s'y aventurer. Qu'est-ce que le temps ? Tout à l'heure, on disait conscience locale, conscience non locale. La conscience évolue dans un espace en dehors du temps. C'est au moment où elle s'incarne, hein, et où on entre dans ce monde dans ce champ terrestre, hein, dans le monde incarné manifesté, que le temps se crée. Mais la conscience évolue dans des espaces qui ne sont pas des espaces de temps. Alors, je lisais un livre formidable, Seth parle. Il faut lire Seth parle pour comprendre. Oui, Mama Édition. Oui, Mama Édition, formidable. Et Seth, qui est une entité qui est canalisée, S-E-T-H, qui est canalisée par une Américaine dans les années 60. Seth dit, c'est difficile à comprendre pour vous, mais pour nous, le temps existe. Mais c'est pas du tout le même temps que pour vous. C'est un temps d'émotion, c'est un temps d'impression, c'est un temps de création, et notre temps est le temps de la créativité. Il n'arrête pas de nous expliquer très simplement les choses, parce que c'est un livre lumineux, et en même temps, il n'arrête pas de dire, mais bon, c'est dur à comprendre pour vous, parce que vous n'êtes tellement pas là-dedans et dans cette logique-là.
Mais voilà, il y a un espace hors du temps ou d'un autre temps. C'est un peu comme le dialogue avec l'ange aussi, c'est-à-dire c'est un langage qu'on a du mal à... Alors, dans ces tabous, on a la vie extraterrestre. Oui. Et vous parlez de la conspiration d'Orion. C'est un film à voir. C'était dans Joël, dans le précédent livre où j'évoquais beaucoup. Il y a aussi dans celui-là. Alors je le cite parce que je vous remercie de le citer. La conspiration d'Orion est un film qu'on peut voir, un court-métrage que l'on peut voir sur Internet et qui est formidablement bien fait parce qu'il résume énormément de points de vue alternatifs. Et dans le précédent livre, je le détaillais vraiment et je m'appuyais dessus parce que j'étais heureuse de le rencontrer et c'était une manière de transmettre. Là, je le cite beaucoup plus rapidement. On en est au chapitre sur les tabous. On l'a vu, la possibilité d'une conscience non locale est un tabou. On a vu l'idée que le temps n'est pas seulement linéaire et que dans d'autres dimensions il est autre est aussi un tabou. Mais forcément, dans la mesure où on dit il n'y a pas de conscience en dehors du corps, il n'y a pas de temps. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, conscience non locale, oui. Et c'est une hypothèse scientifique tout à fait valide. L'idée d'un autre temps, c'est le dogme de la vitesse de la lumière. On n'en a pas parlé, juste je fais une petite aparté. C'est l'idée nous refusons l'idée, les scientifiques refusent l'idée que nous pouvons, que des particules, même toutes petites, dans le champ terrestre, puissent aller plus vite que la vitesse de la lumière, et même dans le réel, puissent aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est sûr, il faut sortir de la matérialité, entrer dans le champ de la conscience. Si on dit il n'y a pas de champ de conscience, forcément on n'ira jamais plus vite que la vitesse de la lumière. Mais si on dit si, on peut aller dans le champ de la conscience, puisque la conscience est non locale, elle n'est pas directement liée au cerveau, elle existe indépendamment du cerveau. Donc elle évolue bien dans un espace. Elle évolue dans un espace que le médecin Régis Dutheil appelait super lumineux. J'aime beaucoup cette expression. C'est l'espace super lumineux, l'espace de la conscience. Là encore, hypothèse scientifique tout à fait valable, valide à explorer. Donc, mais c'est un tabou. Et effectivement, comme vous le disiez, un autre grand tabou. Alors, c'est un secret de polichinelle en même temps, parce que les informations, si on est un peu curieux et qu'on va sur Internet ou dans ses librairies préférées, il y a tout plein de livres et d'informations qui sortent. Mais autre tabou, c'est les extraterrestres. On a, et c'est quand même étonnant, avec tout ce qu'on sait, toutes nos connaissances, nous sommes très intelligents, on pose pas plus qu'on ne le fait, officiellement, l'hypothèse de vie consciente et intelligente ailleurs dans l'univers. Pourtant, l'univers est tellement immense qu'on ne peut pas s'imaginer à quel point il est immense. Notre Terre est à peine un grain de sable dans tout le désert du Sahara, à peine un grain de sable. Pourquoi y aurait-il des êtres intelligents et vivants et sensibles que sur la Terre? Ah oui, forcément. Donc c'est en fait ce qui est le plus probable, c'est qu'il y a d'autres êtres conscients ailleurs. Ok. Alors, qui sont-ils? Où sont-ils? Peut-être sont-ils plus intelligents que nous? Voyagent-ils? Nous, on imagine bien qu'on va aller sur Mars. Peut-être que depuis très très longtemps, ils font des voyages interplanétaires et intergalactiques. Et pourquoi pas? Et donc, voilà, la possibilité de l'existence extraterrestre. En réalité, je disais, c'est un secret de polichinelle parce que oui, tout montre à la fois le travail des ufologues et des chercheurs passionnés dans ce domaine, tout montre, donc eux, comme les secrets d'État qui fuitent progressivement, tout montre qu'effectivement, les extraterrestres existent et sont en contact avec la Terre, ou ont été en contact avec la Terre, bref. Mais nous ne sommes pas les seuls dans cet univers manifesté, je parle bien de l'univers manifesté, nous ne sommes pas les seuls dans l'univers manifesté, et nous ne sommes pas forcément les plus intelligents, ni les plus conscients au sens de centrés et en quête d'élévation. C'était donc dans les tabous, il y en a d'autres qui sont le rapport féminin-masculin, la théorie de l'évolution. Vous parlez de Françoise Gange, que j'adore, et les mythes fondateurs de l'humanité. Mais si on veut aborder le 3e chapitre, il va falloir qu'on fasse une pause musicale assez courte et qu'on l'aborde enfin, ce 3e chapitre.
Voilà, tout est bon, on est vivant, on est en 2018 et nous parlons du coming out spirituel dans cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM. C'est la 3e et dernière partie avec Laurence Baranski, 3e partie, politique et vie en société, des pistes pour changer. C'est bien d'avoir des pistes. Oui, c'est mieux. Ça aide. Alors prendre de la hauteur, ça c'est bien. Et se demander, il y a une très belle phrase aussi dans votre livre où je vais essayer de vous la faire comme ça. Attendez que je vous dise pas de bêtises. On peut se demander qui pose la question, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pose une question, lorsqu'on posait une question au grand yogi et enseignement spirituel Rama Maharshi, celui-ci répondait souvent par une autre question. Qui pose la question? Demandait-il. Quand on se pose une question, il faut qu'on se demande qui pose la question. Oui, alors là, on est à la fois dans la vie en société, politique et vie en société, on est dans l'essence même de la démarche spirituelle. Ramana Maharshi était un grand yogi, un grand maître spirituel qui vivait en Inde au 19e siècle, peut-être, je sais plus, j'ai pu laisser les dates, 19e siècle, ça c'est sûr, fin du 19e, et peut-être est-il décédé début du 20e, à vérifier. Et l'enseignement de Ramana Maharshi était très simple au sens où il était très épuré. Il nous invitait à nous concentrer uniquement sur la question qui suis-je? Qui suis-je? Et à chaque fois que on a une pensée, c'est qui s'interroge? Quelle partie de moi s'interroge? Et c'est qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Pour aller au centre, connecter l'unité. Et atteindre l'éveil. Il disait aussi, quand on lui disait, quand on lui posait des questions sur la réalisation de soi-même, sur l'atteinte de l'éveil, il disait, mais pourquoi voulez-vous vous réaliser? Vous êtes déjà des êtres réalisés. Et effectivement, nous sommes tous, autant que nous sommes, des êtres réalisés. Ce que nous avons à faire, le travail que nous avons à faire et que je m'applique à faire moi aussi bien évidemment, c'est de reconscientiser, reconnecter cette dimension de la réalisation. Nous sommes d'abord des êtres de lumière venus faire une expérience sur Terre. L'expérience sur Terre est fondamentale. Nous sommes des êtres de lumière et tout aussi fondamentale. Et se rappeler cette connexion-là, cette verticalité-là. Ce qu'on évoquait tout à l'heure sur nos sociétés occidentales matérialistes, montre que nous vivons aujourd'hui en déficit de spiritualité. Nous sommes tellement cartésiens, rationnels, et on a perdu ce travail de grandir en verticalité, de grandir à soi-même. Et nous avons ce travail à faire, chacun de grandir à nous-mêmes, de façon à ce que l'humanité puisse grandir à elle-même. Ouvrir sa conscience, c'est le 21e siècle, sera spirituel ou ne sera pas, c'est ainsi que je l'entends. Donc, prendre de la hauteur, c'est cette idée-là. Alors, il s'agit pas dans ce que je propose, et dans ce que proposent beaucoup de personnes qui ont un discours proche du mien, il s'agit pas de se barrer dans des espaces éthérés. Aujourd'hui, je sais qu'on dit perché, je disais pas trop ce mot, mais on dit elle est perchée, c'est perché. Non, il s'agit pas de s'évader dans d'autres espaces. Il s'agit plutôt de faire descendre la lumière et la conscience jusque dans ses pieds, jusque dans ses talons pour bien se connecter à la terre. Le spirituel et notre quête spirituelle ne peut évidemment pas faire l'économie de la dimension physique et de la dimension psychologique. Tout ça marche ensemble. C'est à chacun de nous, en fonction de qui nous sommes et de notre histoire unique, de reconstituer notre propre puzzle de manière souple et fluide et d'une manière qui nous aille bien. Créons-nous de manière souple et fluide et d'une manière qui nous aille bien. Ce travail est un travail individuel. Comme nous vivons en société, nous avons à apprendre à le faire ensemble en société. C'est une des idées proposées, enfin un des principes proposés. Alors notre société est un peu ombre et lumière, on peut dire création et destruction. Vous dites aussi, quoi qu'il en soit, notre civilisation chancelle
un chaos se profile. Le chaos est indispensable pour qu'un système passe d'un état à un autre, parce que on se rend bien tous compte qu'il va falloir que ça change quelque part. Et voilà. Et en ce début d'année, je trouve, à travers les vœux, on l'entend de plus en plus souvent dire, même par des personnes qui ne l'exprimaient pas jusqu'à maintenant, à travers des éditos de magazines. Où je vois cette idée, comme un pressentiment, une intuition, une impression ou un désir qu'effectivement, il va y avoir une bascule, il va se passer quelque chose parce que ça ne peut pas continuer. On voit des systèmes s'effondrer, des institutions s'effondrer. Des tours brûlées. Des tours brûlées, oui, comme vous me l'avez annoncé tout à l'heure. Là, il y a une tour qui brûle en ce moment. Et j'espère sans dommage. Sans dommage, bien évidemment. Voilà, les valeurs d'hier ne sont plus les bonnes, les croyances d'hier ne sont plus les bonnes, mais on n'est pas à l'aube d'une transformation. Nous sommes déjà dans la transformation et la métamorphose. Moi, je suis frappée par le nombre de personnes qui, à titre individuel, sont en chemin. Quel chemin? Chemin spirituel, oui. On va dire, si les personnes ne se reconnaissent pas dans le mot spirituel, en quête de sens, de questionnement. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Avec qui est-ce que j'ai envie de partager ma vie? Et qu'est-ce que j'ai envie de construire, moi, avec d'autres? Voilà. Et les schémas classiques de la société ne répondent pas assez pour de plus en plus de personnes. En tout cas, je ne cesse de rencontrer de plus en plus de personnes qui sont en chemin et qui créent une nouvelle réalité. Les mondes de demain sont là. Alors, vous l'avez dit dans ma présentation, je suis impliquée dans la société civile et les mouvements citoyens. Ils sont incroyablement créatifs, ces mouvements citoyens. Tout ce qui peut nous permettre de créer sur la Terre un autre type de société avec plus de partage, une autre vision de la richesse, une autre vision du pouvoir, tout est là pour se mettre en place. On est plus dans une histoire de est-ce qu'on va oser, est-ce qu'on va vouloir et est-ce qu'on va le faire, et est-ce qu'on va au passage suffisamment calmer nos égos et nos besoins individuels de reconnaissance et de pouvoir, est-ce qu'on va être capable de le faire ou pas. Mais on sent bien qu'on est dans cette bascule et ce n'est pas bientôt cela va se passer. Nous sommes déjà dedans. Pour ça qu'on voit de partout des bouleversements. La nature et notre terre-mère elle-même se joint à la partie, et on voit toutes les perturbations que nous avons créées, ou en tout cas qui résultent de tout ça. Donc on est dedans et les mondes de demain sont déjà là. Moi, je suis super optimiste parce que je fais partie des personnes super optimistes. Pourquoi? Parce que les scientifiques, eux, s'ouvrent et sont en train d'ouvrir en ouvrant les champs que j'ai évoqués, que nous évoquons depuis le début de l'émission. Ils nous donnent de nouvelles manières de penser le monde, de nous organiser. Enfin, très concrètement, ça a à voir avec l'éducation, ça a à voir avec l'énergie, ça a à voir avec l'alimentation, ça a à voir avec la santé. Tout plein d'ingrédients nouveaux qui peuvent nous permettre de faire société ensemble différemment. Donc, ces ingrédients sont là par centaines, par milliers et sur toute la planète. Aujourd'hui, les réseaux alternatifs, ces réseaux alternatifs-là, de personnes qui pensent autrement et qui commencent à construire un autre type de société, sont reliés et font de superbes réseaux comme une toile de lumière tout autour de la Terre, une toile de créativité et d'intelligence. La particularité de ces personnes-là et de ces réseaux-là, c'est qu'ils ne sont pas hors sol, ils sont directement connectés à la Terre et il y a un retour à la Terre, à la nature, à travers l'agriculture et l'alimentation notamment. Donc il y a quelque chose de très ancré dans ces réseaux-là. En même temps, si l'ancien monde s'effondre, forcément, ça provoque des remous, ça provoque des tensions, ça secoue émotionnellement, ça inquiète, le changement perturbe, c'est normal. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Moi, je suis très très optimiste. Il faut absolument, nous sommes en chemin et nous allons avancer vers la lumière de la caverne de Platon, mais comme je le disais tout à l'heure, nous sommes capables de transmuter les murs de la caverne de Platon. Nous sommes capables de les dissoudre. Et qu'est-ce qui va les dissoudre? Notre propre centrage, notre propre alignement personnel, notre capacité à nous élever et à nous reconnaître plus grands que nous ne sommes. Bien sûr, c'est un vrai travail parce que c'est un travail sur soi. Ça amène à maîtriser ses émotions, à réguler ses émotions. Ça amène à gérer autrement ses besoins.
Mais voilà, moi je vois l'humanité en marche. Alors, il y a quand même cette question que vous vous posez. L'engouement actuel pour le développement personnel est le signe d'une montée regrettable de l'individualisme. En même temps, on essaye de se développer, mais en même temps, on peut devenir un peu individuel. On n'aura peut-être pas la réponse. Vous parliez qu'il y avait des groupes qui se formaient. Il y a le groupe des 10 dont vous parlez dans votre livre. Je ne sais pas s'il existe encore. Et puis les TPTS. Et il nous reste vraiment que 3 minutes pour en parler. Oui. Alors, le développement personnel, société individualisme, moi, je fais pas partie des personnes qui pensent qu'on va vers plus d'individualisme parce que je suis tellement dans des logiques coopératives, collaboratives. Non, par rapport au développement personnel, notre société marchandise tout. Donc, elle a marchandisé aussi le développement personnel. Je pense qu'il faut que nous fassions attention à ce qu'elle ne marchandise pas aussi nos démarches spirituelles. Donc là, il y a un point de vigilance. La spiritualité doit être accolé un mot en permanence, c'est liberté, libre arbitre, liberté. Donc voilà, point de vigilance parce que notre société dominante actuelle est capable de tout marchandiser. Donc il faudrait pas qu'elle marchandise aussi nos esprits. Le groupe des 10, j'en parle parce que je me reconnais de l'affiliation du groupe des 10. Ce serait trop long. Il n'existe plus. C'était les années 68, 70. Et TPTS, TPCS, c'est un sigle auquel je suis très attachée puisque je vais créer une association, là non plus, je vais pas faire l'histoire. Je donne juste l'explication. TP comme transformation personnelle, TS comme transformation sociale, en fait, et au milieu un tiret qui lie les deux. La transformation personnelle influe sur les transformations sociales et collectives et quand on entre dans des transformations sociales et collectives, cela influe et ça nous invite à nous transformer personnellement. Nous sommes capables, et il y a des pratiques et des manières de faire, nous sommes capables de créer des spirales vertueuses, des spirales de progrès, des spirales d'ouverture et de conscience en reliant chacun de nous au collectif. Et voilà, sont des dynamiques positives. TPTS, j'aime beaucoup cette dynamique-là. Oui, donc aussi cheminer en petits groupes, c'est bien de cheminer en petits groupes si on veut avancer. C'est même mieux parce que c'est à l'échelle. Alors là, tous les sociologues nous le disent, les penseurs nous le disent. Enfin, il y a un point commun là-dessus, ils se retrouvent. Les solutions, ce sont des petits groupes reliés entre eux, mais il faut des groupes à taille humaine. Il faut pas vouloir embrasser trop grand, des groupes trop grands. Le changement viendra de petits groupes et les transformations. Pourquoi? Parce que dans les petits groupes, on peut mesurer son impact et on a une influence directe sur la dynamique collective. C'est plus, on se sent davantage vivre, on se sent davantage être avec les autres. On n'est pas anonyme dans un petit groupe. Les petits groupes ont une capacité transformatrice très grande. C'est l'idée des oasis des colibris, de Pierre Des Rabhi. villages un peu éco-responsables, éco-reliés. Oui, tout à fait. Et on a tous un peu envie de ça, finalement, de revenir au village, pas à la tribu, mais aux oasis, au clan, oui. Ouais. Bon, le coming out spirituel est publié aux éditions Exergue. Vous vous appelez Laurence Baranski. Qu'est-ce que vous avez comme projet vraiment en quelques minutes et peut-être une citation pour terminer l'émission? Ah, une citation, vous m'avez pas prévenu, Joël. Par contre, ça y est, je viens de la trouver, la citation. Le projet, oui, pour moi, toutes ces idées-là sont des idées politiques au sens de la pensée politique. Et donc, avec un ami, c'est un peu trop tôt pour que je cite des noms et nous créons un groupe pour justement intégrer ces idées-là, qui sont des idées toutes, y compris les tabous, des idées très sérieuses, dans la pensée politique, régénérer la pensée, la manière dont nous pensons et dont nous pensons la société. C'est ça que j'appelle la politique, c'est de la transpolitique. C'est comment nous pensons nous société, nous humains dans la société, avec toutes ces idées-là, ces idées de nouvelles sciences et de spiritualité. Comment on invente un monde autrement. Et pour la citation, j'adore les Enfants Fantastiques. C'est une chorale d'enfants qui est animée par un monsieur dont là j'ai oublié le nom, c'est pas bien. Et les paroles sont toujours des paroles engagées, citoyennes, un peu écologiques. J'adore. Je crois qu'ils ont leur 10e album. J'adore les Enfants Fantastiques. Et une des chansons, et je craque à chaque fois que j'entends ça. C'est une petite fille qui chante et qui dit bon, je peux pas te promettre que demain il y aura plus de fumée, demain il y aura plus de pollution. J'en sais rien. On va essayer, mais je suis pas sûre. Par contre, je peux te promettre une chose et je te le promets, c'est que dans 10 ans, je t'aimerai 10 ans plus fort. C'est joli ça. Ouais.
Alors le groupe que vous formez, on vous retrouve sur Facebook, on vous retrouve où? Pour l'instant, le groupe il démarre, donc il n'est pas encore visible. Par contre, moi, à titre personnel, je m'initie à Facebook. J'ai un profil Facebook, donc on me trouve à Laurence Baranski. Laurence Baranski, BARNASKI. Encore très bonne année à tous. Et essayez de faire votre coming out spirituel si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Joël. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.